Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyenne. Bonsoir tout le monde, merci à tous et bienvenue à ce énième débat de Cité MKO. Et ce soir, nous allons parler de l'avant-projet de constitution de la République de Guinée. Vous savez que l'un des engagements qui avait été pris dans le cadre du pouvoir de transition était à terme de doter ce pays d'une constitution. Il se trouve que le Conseil national de la transition a travaillé à la rédaction d'un avant-projet de constitution qui a été vulgarisé il y a quelques jours justement par le Conseil national de transition. Bien évidemment, la Guinée n'en est pas à sa première expérience de constitution. La toute première expérience de constitution guinéenne a commencé bien plus tôt, dès les années 1958, lorsque la Guinée a accédé à l'indépendance. Le constitutionnalisme guinéen a été émaillé de différentes situations que l'on ne va pas tous évoquer ici, mais la première constitution qui s'est très vite mue en une constitution plutôt révolutionnaire a permis donc de supporter le premier régime de la première République de Guinée avec le président Sékou Touré. On ne pouvait pas véritablement indiquer qu'il s'agissait là d'une constitution ouverte, puisque le système politique lui-même était loin d'être libéralisé, dans la mesure où il y avait un parti unique fort, un parti État dans une démarche de nationalisme et de patriotisme qui a duré le temps qu'il a duré et qui a permis donc à la Guinée de connaître sa première époque de constitutionnalisme. Après la mort du président Sékou Touré et avec l'arrivée au pouvoir du général Lansana Conté, on a assisté à une certaine ouverture politique, à un certain libéralisme, même si tout cela a été freiné pendant un temps, puis ouvert et surtout donné l'occasion d'instituer un pluralisme politique qui s'est manifesté par la pluralité des partis politiques, même si le parti politique qui était à l'époque était dominant, parce que simplement autour du chef de l'État, qui en était donc le président et qui a donc mené cette deuxième séquence de constitutionnalisme dont on connaît l'issue. Le texte constitutionnel existait, mais la pratique politique et la pratique gouvernementale étaient tout autre chose. On n'était pas loin d'un contexte de parti unique, en tout cas de parti dominant, avec des partis satellites qui n'avaient pas d'autre possibilité que de participer justement aux côtés du parti dominant, dans le cadre d'un ensemble politique majoritaire qui était donc le support du gouvernement et de l'action au Parlement. Par la suite, bien évidemment, une série de textes constitutionnels ont été institués par-ci, par-là, jusqu'à la dernière réforme qui a permis au président Alpha Condé, dans une démarche qui a fait l'objet de grosses contestations, puisque les gens ont légitimement pensé que l'objectif recherché était plutôt de permettre au président de la République d'installer un troisième mandat dans le cadre d'un processus référendaire qui lui-même a fait l'objet de beaucoup de contestations. C'est dans un contexte comme celui-ci que le régime du président Alpha Condé a été renversé, qu'à la suite,
Un régime de transition militaire a été mis en place et vous connaissez la suite. Bien évidemment, il est question aujourd'hui, dans le cadre de la transition, non seulement de réformer les textes constitutionnels et institutionnels de la République de Guinée, mais en même temps de les faire adopter, en tout cas en ce qui concerne la Constitution, par le biais d'un référendum dont les tenants du pouvoir ont indiqué qu'il aura lieu au plus tard la fin de cette année. En plus de tout ce processus d'institution d'une constitution, il a été clairement indiqué également que cette transition devait avoir un terme. Même s'il est clair aujourd'hui que le gouvernement en place ne parle pas de terme, il y a des revendications politiques et des revendications des sociétés civiles qui exigent de l'État et du régime de transition de donner un agenda assez clair et net en ce qui concerne la transition en tant que telle. Aujourd'hui, le débat est focalisé autour de la réforme constitutionnelle, plutôt de l'institution de cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution qui, aujourd'hui, est instituée en République de Guinée, a donné l'occasion, justement, de penser que c'était une étape essentielle qui a permis donc aux autorités en place de proposer, dans le cadre de cet avant-projet, un certain nombre de situations qui, à leurs yeux, paraissaient comme étant inédites. Par exemple, cet avant-projet comporte l'affirmation d'un certain nombre de droits et d'un certain nombre de libertés. Il indique, par exemple, la liberté et l'égalité des êtres humains. Il indique également la promotion de la parité homme-femme, notamment dans les conditions que la loi viendrait à déterminer. Cet avant-projet de constitution indique également l'inviolabilité et la sacralité de l'être humain et de sa dignité. Cet avant-projet interdit et punit justement de la peine de mort, de la traite des êtres humains et de l'esclavage. Dans cet avant-projet également est consacré le droit à l'intégrité physique de toutes les personnes et la proscription justement sans aucune possibilité de justification, notamment au nom d'un ordre quelconque, de tout ce qui est pratique, déféré comme attentoire à ce droit, y compris le viol, les violences et tout ce que vous pouvez imaginer à ce niveau. Bien évidemment, la question du citoyen est suffisamment prise en compte. Les libertés individuelles et publiques sont affirmées, les droits fondamentaux aussi, de sorte que cet avant-projet de constitution a tendance à installer le citoyen comme étant l'unité de base aujourd'hui qui permet véritablement de pouvoir affirmer des droits et de pouvoir affirmer également des libertés. Il en est de même des droits économiques et sociaux et des droits culturels. Le droit à l'éducation est affirmé. Le droit à la santé, lui aussi, est affirmé. Le droit à un travail décent est affirmé. Et puis, le droit à un logement décent est aussi affirmé, tout comme le droit de la famille à la protection de l'État. Tout cela constitue des droits qui sont affirmés dans le cadre de cet avant-projet. Le sort des enfants, le droit des enfants est aussi pris en compte, tout comme le droit des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont aujourd'hui placées sous une certaine protection. En plus de l'affirmation de ces droits, la question du droit de l'environnement qui est aussi de façon très claire et nette affirmée, et ce droit de l'environnement, justement, crée un certain nombre d'éléments de protection, non seulement de la nature, mais également des individus qui, aujourd'hui, peuvent bénéficier de ces éléments de la nature. Cet avant-projet consacre des institutions au nombre desquelles le président de la République, c'est un classique. L'Assemblée nationale, c'est un classique en ce qui concerne les institutions gouvernementales,
Le Sénat, c'est un classique, et le gouvernement, et on verra que en Guinée, désormais, le bicaméralisme est institué parce que le Parlement comporte deux chambres, l'Assemblée nationale en tant que telle et le Sénat. Un certain nombre d'institutions dites juridictionnelles sont aussi indiquées. Il est indiqué donc la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour spéciale de justice, qui est donc habilitée aujourd'hui à juger de toutes les infractions politiques. Et chose curieuse, dans l'avant-projet de la Constitution, au titre des institutions juridictionnelles, est indiqué le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui, de mon point de vue, n'est pas une institution juridictionnelle au sens où l'on entend. Il y a aussi les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. C'est par exemple la Commission nationale pour le développement, c'est par exemple la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, et c'est aussi l'organe technique indépendant qui est en charge justement des élections à ce niveau, et c'est aussi à la mode que de privatiser la gestion des élections, qui est donc du ressort non plus de l'administration, mais du ressort donc d'une autorité administrative indépendante. En ce qui concerne les candidatures à l'élection présidentielle, elles peuvent émaner non seulement d'un parti politique, mais elles peuvent également émaner d'une candidature individuelle et indépendante. La nouveauté étant que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être guinéen d'origine, né de parents dont un au moins est guinéen d'origine. Il faut avoir sa résidence principale en Guinée, il faut jouir de ses droits civils, il faut être certifié en bonne santé physique et mentale, et cela sur la foi des indications qui sont données par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle. Et la grande nouveauté également, c'est que ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les seuls Guinéens, comme je l'ai indiqué, qui soient âgés de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, ce qui ne donne pas beaucoup de chance justement à un certain nombre de personnes qui, jusqu'à présent, étaient soupçonnées de vouloir prétendre à la candidature à l'élection présidentielle. Ce sont des petites nouveautés là-dedans. Et puis, dans le cadre de l'avant-projet également, il y a un certain nombre de principes qui régissent donc les candidatures, notamment dans la conduite des campagnes électorales. C'est le droit d'accès, par exemple, aux moyens audiovisuels. C'est la question de l'égalité, justement, au niveau de cette participation, de sorte que plus personne ne soit plus lésé ou moins lésé dans le cadre d'une campagne électorale. Il y a un certain nombre d'exigences qui sont des préalables, justement. Il y a la question de l'incompatibilité des fonctions de président de la République élu, de la détention, par exemple, d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne, et l'obligation de renoncement dans le délai légal requis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de la double nationalité ou de la triple nationalité ne se pose pas avant que le candidat n'ait été élu. C'est au moment de son élection, véritablement, que s'ouvre une période durant laquelle il doit se déterminer par rapport à la nationalité qu'il garde. Il faut que ce soit la nationalité guinéenne. La prestation de serment du président de la République devant Dieu et devant le peuple de Guinée, et puis l'obligation du président de la République qui lui est faite de déposer à la Cour constitutionnelle sa déclaration écrite sur l'honneur de ses biens en début et en fin de mandat. Les pouvoirs du président de la République sont les mêmes classiquement. C'est des pouvoirs qui sont directement liés à son statut. Notamment, c'est le pouvoir d'orienter, de contrôler la mise en œuvre de la politique de la nation. C'est le pouvoir réglementaire qui lui incombe. C'est le droit de grâce. C'est un certain nombre de pouvoirs qui lui sont intimement liés et qui relèvent donc des mêmes compétences que nous avons connues auparavant.
auparavant. Je donne juste des indications globales comme celle-ci pour que l'on puisse se retrouver justement dans le débat. Il y a un certain nombre d'encadrements justement du recours au référendum législatif, notamment en ce qui concerne le président de la République. Il y a une exigence de l'avis favorable du Parlement qui doit être réuni donc en Conseil de la Nation, c'est une spécificité, et ce Parlement doit être réuni et doit prendre des décisions aux 2/3 de ses membres. Il est exigé également du président de la République de solliciter l'avis préalable de la Cour constitutionnelle, tout comme il est exigé aujourd'hui une participation minimale de 50% des électeurs inscrits sur les listes électorales pour que le référendum soit pris en considération. Ça veut dire que lorsque le président de la République aura franchi tous ces caps, lorsque le président de la République aura soumis à référendum une question donnée, cette question ne peut être susceptible d'être considérée comme validée que dès lors qu'il y a au moins une participation d'au moins 50% des inscrits sur le corps électoral. Le Premier ministre est officiellement institué dans la Constitution. Il est nommé par décret du président de la République et il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir justement pour pouvoir éventuellement prétendre à être Premier ministre. Et c'est aussi le président de la République qui le nomme, et c'est aussi le président de la République qui met fin donc à sa fonction de Premier ministre. Et le Premier ministre est responsable devant le président de la République et non pas devant le Parlement, et c'est une spécificité. Il y a un certain nombre de missions et de pouvoirs qui sont inhérents à la fonction de président de la République. Je ne suis pas sûr que cette situation ait véritablement changé, tout comme les pouvoirs du gouvernement qui n'ont pas véritablement changé également. Et le pouvoir législatif lui-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, a institué un Parlement qui est bicaméral. Il y a une Assemblée nationale d'un côté, il y a un Sénat de l'autre, et le mandat des parlementaires est de 5 ans, et elle est de 6 ans pour celle du Sénat. Donc, de ce point de vue-là, il y a un décalage entre la durée des membres de l'Assemblée nationale et la durée des membres du Sénat. Alors après, sur le parlementarisme classique, la possibilité justement d'avoir des prérogatives spécifiques à l'Assemblée nationale d'une part pour tout ce qui concerne le vote du budget, et puis au Sénat sans doute pour des textes législatifs spécifiques, et puis la possibilité éventuellement d'organiser une navette entre les différentes chambres du Parlement pour aujourd'hui assurer la performance justement du parlementarisme et du vote des lois. Il y a aussi des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Bien évidemment, vous savez que dans ce type de régime, le gouvernement dépend donc du Parlement. C'est devant le Parlement, justement, que le gouvernement, dans un régime parlementaire classique, engage sa responsabilité. Mais il est clair que dans le contexte guinéen, la responsabilité du gouvernement et du Premier ministre sont plutôt appelées devant le président de la République. Je vous parlais donc des institutions juridictionnelles. La Cour constitutionnelle en est une, avec des prérogatives. Et il faut savoir que désormais, les membres de la Cour constitutionnelle, qui sont au nombre de 11, sont nommés directement deux hauts magistrats qui ont donc au moins 25 années de pratique, qui sont donc désignés par leur pairs, donc les magistrats. Il y a 3 enseignants-chercheurs qui ont aussi une expérience de 15 années au moins et qui sont titulaires d'un doctorat, notamment en droit public, et qui sont aussi élus par leur pairs. Il y a 4 personnalités qui sont choisies parmi des cadres intègres et de haut niveau qui ont des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 20 années.
Et au titre de ces 4 personnalités, il y a 2 qui sont nommées par le président de la République, dont une personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des organisations non gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme. Il y a une personnalité qui est nommée par le bureau de l'Assemblée nationale et il y a une dernière personnalité qui est nommée par le bureau du Sénat. Il y a au titre des membres de la Cour constitutionnelle 2 avocats qui sont désignés et nommés également et qui ont 20 années de pratique et de connaissances avérées en matière de contentieux électoral et droits de l'homme. Et les avocats sont élus par leur pairs, donc par la communauté des avocats. Et les membres du Conseil constitutionnel sont en définitive, leur nomination est entérinée par un décret du président de la République et ils ont un mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable du tout. Alors, la Cour suprême, c'est du classique, je n'en parlerai pas. La Cour des comptes également. La Cour spéciale de justice, il faut savoir qu'elle est nouvellement instituée et elle est compétente donc pour tout ce qui concerne les infractions politiques qui sont rattachées au président de la République et notamment dans les hypothèses de haute trahison, de crimes et délits qui sont commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du président de la République. Et la Cour spéciale de justice est spécialement compétente également pour juger le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, notamment dans les hypothèses de commission de crimes et délits dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Donc la Cour spéciale de justice est compétente véritablement pour juger les membres du gouvernement, pour juger le Premier ministre et pour juger le président de la République. Et le crime de haute trahison, c'est chaque fois que le président de la République est amené à violer son secret, qu'il est par exemple reconnu comme étant l'auteur, le co-auteur ou le complice de violations graves et qui sont caractéristiques des droits de l'homme. C'est aussi chaque fois qu'il est poursuivi comme étant auteur d'apologie de la haine, de l'ethnocentrisme ou du régionalisme, par exemple. C'est du classique. Il y a donc, en cas de haute trahison, la procédure est connue également. C'est une mise en accusation qui est initiée par un dixième au moins des députés issus des groupes parlementaires qui sont différents. Et cette mise en accusation ne peut intervenir qu'à la suite, justement, d'un vote du Parlement réuni en Conseil national et sur la base, donc, d'une majorité des 2 tiers. Alors, je vous disais tout à l'heure que sur les institutions juridictionnelles, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Classiquement, le Conseil supérieur de la magistrature est obligatoirement saisi justement pour avis sur toutes les questions qui concernent l'indépendance du magistrat, de la magistrature et la carrière des magistrats, parce que la carrière des magistrats, leur affectation, leur nomination sont du ressort du Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature est compétent également en ce qui concerne le conseil de discipline, c'est-à-dire chaque fois que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre des magistrats en tant que tels, comprenant donc les juges au siège et comprenant également les parquets. Mais j'ai du mal à comprendre que le Conseil supérieur soit considéré dans le cadre de cette Constitution comme étant une institution judiciaire. Il y a une série d'institutions qui sont aussi mises en place et qui concourent donc à la consolidation de la gouvernance. Je pense notamment à la commission de régulation de la communication de l'audiovisuel, qui est donc un organe indépendant qui est mis en place pour appuyer justement l'État, le gouvernement, dans des secteurs clés de la communication. Il y a une série d'autorités administratives indépendantes qui sont aussi mises en place. C'est des autorités administratives qui sont mises en place et qui prennent en charge aujourd'hui des missions assez complètes de service public qui sont exécutées par des organes spécialisés et qui exécutent donc sur la base d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance. La troisième partie des titres spécifiques
traite justement des forces de défense et de sécurité dont les rôles sont suffisamment bien indiqués. Ces forces de défense et de sécurité sont placées dans un contexte légal et réglementaire où ils assurent la défense de l'intégrité du territoire, où ils préservent donc la paix et la sécurité en interne. La révision de la Constitution aussi est consacrée, ce qui permet donc de véritablement comprendre le contexte véritable de la révision, la démarche de la révision et surtout la procédure en matière de révision. Et des dispositions transitoires et finales sont prises dans le cadre de cette Constitution qui indiquent de façon spécifique, et je le lis, en attendant la mise en place des institutions consacrées par la présente Constitution, les organes de la transition demeurent compétents pour exercer des fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la transition. Les lois et règlements en vigueur demeurent donc valides et applicables tant qu'ils ne sont pas contraires aux nouvelles lois ou aux nouveaux actes réglementaires adoptés sous l'empire de la présente Constitution. Les lois d'amnistie adoptées durant la période de la transition obéissent à un régime juridique particulier qu'elle détermine. Et enfin, la présente Constitution approuvée par référendum entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation par le chef de l'État et sera publiée au journal officiel. Pour faire juste 2-3 mots de commentaires là-dessus, en ce qui concerne les dispositions finales et transitoires, bien évidemment, ces dispositions finales et transitoires ne précisent pas la situation notamment des autorités de la transition. En termes clairs, le sujet qui revient tout de suite est de go. Est-ce que le président de transition, est-ce que le premier ministre de transition, est-ce que le gouvernement de transition, est-ce que les membres du CNT ont vocation de participer au processus électoral à venir? Ça, c'est une des questions qui est posée. Et l'autre question qui est posée, c'est que un avant-projet de constitution, même prenons les dispositions transitoires aujourd'hui, ne donne pas véritablement la possibilité de traiter de l'agenda de la transition. Or, l'agenda de la transition est un élément qui est important justement pour ouvrir les perspectives de cette constitution. Et cet agenda de la transition doit prendre en compte aujourd'hui l'agenda du référendum qui doit intervenir dans un délai donné et deuxièmement l'agenda des élections à venir pour éviter par exemple le contexte malien où un référendum est intervenu il y a bientôt 1 an ou un peu plus et qui a mis en place un dispositif constitutionnel qui lui-même s'applique en présence d'une ancienne constitution, celle de 92 au Mali, qui n'a pas été abrogée, et à côté d'une charte de la transition, d'une autre charte de la transition révisée, ce qui aujourd'hui nous met en prise directe avec 4 textes constitutionnels ou d'origine constitutionnelle ou de taille constitutionnelle, ce qui peut être donc une source de confusion véritable à ce niveau. Donc voilà un peu pour mon propos introductif par rapport donc à ce sujet. Pour simplement permettre à ce qu'on puisse commencer le débat, l'entamer et puis passer en revue sans doute les aspects essentiels qui peuvent éventuellement intéresser les uns et les autres en ce qui concerne ce débat constitutionnel. Donc j'ouvre la discussion bien évidemment à celui qui veut prendre la parole à ce niveau pour que l'on puisse ouvrir déjà les débats et puis permettre justement des échanges entre nous. Donc la parole est à qui veut la prendre pour des questions de commodité. Je vais juste demander à Brigitte si elle le souhaite justement de remonter à mes côtés pour être co-hôte justement pour m'aider justement à l'échange. Dany aussi, si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu justement pour que au moins ce débat puisse se faire. Et puis, tous les deux, vous êtes togolais, donc les questions constitutionnelles, vous en avez entendu, Brigitte, vous en avez vu, et les démarches constitutionnelles également, vous en avez vu.
Déjà, une première réaction par rapport à cette présentation de l'avant-projet de constitution guinéenne. Brigitte? Oui, bonjour maître. Je suis toujours vraiment impressionnée par votre capacité de synthèse. Vous nous avez fait en 5 minutes, 10 minutes, peut-être un peu plus, le résumé extraordinaire de ce projet de constitution que je n'ai pas eu le temps de lire, malheureusement. Mais je suis presque tentée de dire que tout y est. Peut-être même qu'on peut dire que votre questionnement sur le Conseil supérieur de la magistrature, c'est probablement parce qu'on a voulu mettre la ceinture et la bretelle pour éviter ce qui se passe dans certains pays, c'est-à-dire que le président de la République se considère comme le premier magistrat, donc il est finalement de droit le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est un frein à l'indépendance de la justice. Peut-être que c'est pour se donner des garanties que ils ont souhaité ériger le Conseil supérieur de la magistrature en institution constitutionnalisée pour assurer son indépendance. Je salue les avancées en termes de parité genre, en termes également de conditions de nationalité pour être candidat. Quand on dit un des parents au moins étant guinéen, ça veut dire que les personnes qui sont de mère guinéenne seulement peuvent également être candidat, ce qui est une avancée par rapport à la plupart de nos constitutions où l'on exige que les candidats soient de père et de mère du pays en question. Je dirais les quelques failles que je trouverais, c'est sur la peine de mort. Vous en avez parlé. En général, on ne trouve plus ce genre de disposition dans les constitutions, puisque la peine de mort, en général, je parle sous le contrôle de Dany, je considérais que c'est mondialement aboli maintenant. Je ne vous ai pas entendu sur la limitation du nombre de mandats du président de la République. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est précisé dans ce texte. Sinon, commentaire général, c'est un texte complet, c'est un texte magnifique. Donc, je suis presque tentée de dire, maintenant il n'y a plus qu'à. Et tout cela pour regretter tout de suite que c'est vrai que dans nombre de nos pays, nous avons des textes magnifiques sur lesquels, malheureusement, le problème, c'est l'application de ces textes, c'est l'honnêteté, c'est réellement le respect de ces textes-là. Le Togo, par exemple, est l'un des pays à avoir un corpus de lois magnifique. Le code pénal togolais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais malheureusement, ces lois ne sont pas appliquées et j'espère que ce ne sera pas le cas également de cette nouvelle constitution lorsqu'elle entrera en vigueur. Mais là où je peux exprimer des inquiétudes, c'est que sortir un texte aussi magnifique comme avant-projet dans le contexte de ce qui se passe actuellement en Guinée, avec la répression, les enlèvements, les assassinats, les morts, les assassinats extrajudiciaires, ça jette quand même un peu un doute sur le fait que ce texte, aussi beau et aussi complet soit-il, soit véritablement appliqué, surtout s'il n'y a aucune précision sur le fait que les gens qui sont au pouvoir pendant la transition puissent avoir la possibilité d'être candidats ou pas. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Et oui, une remarque également, je trouvais que un Premier ministre responsable devant le président de la République et non devant l'Assemblée, ça c'est quand même une sorte d'hyper-présidentialisme. Mais bon, voilà. Et puis le système bicaméral, dans nos pays où les parlements, les assemblées déjà ne fonctionnent pas très bien, mettre deux chambres, ça ne résout pas
ça ne résout pas le problème. Et personnellement, je pense qu'il vaut mieux, dans l'état actuel de nos économies, avoir une seule chambre qui fonctionne véritablement, avec une Assemblée nationale indépendante qui vote des lois en faveur de la population et consacrer les ressources qu'on doit allouer à un Sénat à développer le pays et à faire du social plutôt que de le dépenser là. Et une fois que le fonctionnement de l'Assemblée nationale est bien rodé, à ce moment-là, on peut envisager de passer au bicaméralisme, mais un bicaméralisme dans les circonstances actuelles de nos démocraties naissantes et un peu chaoteuse, ça ne résout pas vraiment les problèmes. Voilà les commentaires que je peux faire à ce premier stade, et je vous remercie pour la parole et surtout pour le travail de synthèse magnifique que vous venez de faire. Merci, maître. Merci beaucoup, Brigitte. Je précise effectivement que j'ai pas évoqué la question du président de la République, ça me paraissait un peu banal. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, donc il y a véritablement une limitation du mandat à ce niveau. Sauf que aujourd'hui, je n'ai pas vu dans le texte de la Constitution les précautions de base que les uns et les autres prennent justement pour complètement fermer le mandat. Il est indiqué que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République de sa vie. Alors c'est une précaution qui est prise de sa vie. Ça veut dire qu'on est président de la République que 2 fois et définitivement 2 fois. Dany, pour vos premiers commentaires. Merci, maître. J'avoue que je n'ai pas pris le soin comme vous de lire ce nouveau test de constitution qui est, disons, le premier livrable de la période de transition conduite par, je ne sais plus, le général, maintenant c'était le colonel Mamadi Doumbouya, et depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. C'est remarquable parce que déjà, il y avait depuis environ 2 ans des réflexions assez poussées à Conakry, impliquant un certain nombre d'acteurs sur cette nouvelle constitution. On se rappelle que les militaires qui ont pris le pouvoir en chassant Alpha Condé avaient justifié leur coup par la nécessité de restaurer la démocratie et de lutter contre la corruption. Maintenant, vous savez, la qualité des tests dans nos contrées africaines n'est pas le grand problème. Il n'est pas compliqué de s'entourer d'acteurs, de spécialistes, de constitutionnalistes, entre autres, pour générer un test de droit qui constitue donc la loi fondamentale. Et une fois cela soumis à référendum, ça devient un test applicable. Mais dans le contexte de la Guinée, il y a lieu de se poser de questions. Dans quel contexte donc cette transition est arrivée à élaborer ce test-là? Quelle a été la procédure? Est-ce qu'elle a été suffisamment inclusive pour assurer la participation de toute la variance, de tout ce qu'on a comme force vive de la nation guinéenne? Et Dieu sait qu'elle est assez vive, qu'elle est assez variée. La classe politique guinéenne ne date pas d'aujourd'hui. Le système partisan guinéen est assez fort avec un certain nombre de partis politiques, avec des leaders qui ont fait leurs preuves. Une société civile que j'ai eu la chance de pratiquer qui est assez vivace. À la tête du CNT actuellement à Conakry, le docteur Dansa Koroma est un fruit, un pur produit de la société civile guinéenne. Donc on peut féliciter nos partenaires guinéens pour être arrivés à ce niveau d'élaboration d'un test que j'espère fera l'objet de discussions approfondies à l'intérieur de la population. Mais alors, la question qu'on poserait ou que les Guinéens auront besoin de se poser, et à laquelle il faudrait bien qu'ils trouvent une solution, une réponse, c'est de savoir est-ce que le problème réel de la politique guinéenne aujourd'hui tient à la qualité du test constitutionnel. Vous vous rappelez qu'en 2020, l'ex-président Alpha Condé avait adopté une constitution. Et c'est cette constitution-là qui lui permettait de briguer un troisième mandat, ce qui a déclenché les contestations qui ont poussé à son départ via le coup d'État. Et il y a eu quand même
pas mal d'occasions où le processus politique en Guinée a permis d'organiser des élections, tantôt présidentielles, tantôt législatives, au cours desquelles j'ai le sentiment que cette classe politique s'est assez, disons, amûrie, je devrais dire, amûrie parce que le suffrage, la population guinéenne a été amenée à se prononcer au suffrage universel pour élire ses représentants plus d'une fois. Donc, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le nouveau texte fondamental, la nouvelle loi fondamentale qui est proposée capitalise sur le parcours politique de la Guinée, hein, quand on sait que de la période 1993-2010, par exemple, ce pays-là a connu une série d'élections avec des partis politiques assez forts comme le RPG, comme l'UFDG, et comme d'autres encore qui se sont affrontés dans les différentes contrées de la Guinée. Donc voilà, mon souci majeur, c'est de voir comment ce test sera accepté ou non par des acteurs politiques et sociaux en Guinée. En sachant aussi que ce test est d'émanation d'une gouvernance militaire en cours, sachant également que ce n'est pas la première fois que la Guinée connaît une transition de régime militaire, de 84 à 93. On sait que à la mort de Sékou Touré en 84, Lansana Conté a dirigé d'une main de fer ce pays-là, et lui-même militaire de son État, et on sait comment cela s'est terminé. Donc, en définitive, comme premier commentaire, je dirais que il y a lieu d'attendre, d'observer et de voir comment ce test sera soumis. Pas encore à référendum. Le référendum est facile à organiser. La population répondra par oui ou non et on adopterait cela. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est que ce test devienne un sujet de débat public à l'intérieur de la Guinée, dans toutes les régions, dans toutes les communes, dans tous les quartiers, pour qu'on voie ce qu'on peut améliorer, qu'on voit comment l'appropriation citoyenne de ce test, de manière à voir comment cette appropriation peut conduire à un enrichissement pour que ce ne soit pas un test d'élite, d'une élite qui va encore mettre en place des institutions qui ne seront pas représentatives et qui conduiraient encore un certain nombre de Guinéens à contester la légitimité des prochaines institutions. Voilà, en termes de préconisation, les réflexions préliminaires que je puis faire en vous félicitant, maître. Je ne vous savais pas grand constitutionnaliste, grand expert en politique, plutôt en droit public. En tout cas, félicitations pour l'exposé qui nous a beaucoup instruit ce soir. Merci, Dani. En complément, justement, et sur des points spécifiques, et pour tous ceux qui se sont donné la peine de lire cet avant-projet de constitution, la question du writing pose véritablement problème. J'ai l'impression que les légistes n'ont pas participé à la rédaction, de sorte que la manière d'écrire le texte peut éventuellement être source de pas mal de difficultés. Juste quelques exemples pour ceux qui sont vraiment habitués à la chose. Par exemple, en ce qui concerne la peine de mort dont parlait tout à l'heure Brigitte, et la première lecture donne l'impression véritablement que les choses ne sont pas dites de façon très franche, et c'est dans la première partie de l'avant-projet de constitution qui est, figurez-vous bien, intitulé Le citoyen dans l'armature constitutionnelle. Le mot armature n'est pas juridique. Et le fait de l'utiliser ici fait perdre à ce titre tout le sens que cela lui revient. En termes clairs, cette première partie consacre le citoyen dans le dispositif constitutionnel, et en voulant le dire, ils ont dit dans l'armature constitutionnelle, et vous savez très bien que l'armature ne veut rien dire en droit. Le deuxième élément, toujours dans cette première partie, en visant de façon très nette l'interdiction de la peine de mort et même la punition de la peine de mort, ils indiquent que l'avant-projet de constitution consacre, entre autres,
l'interdiction et la punition de la peine de mort. Le texte est confus et le texte prête à confusion. Quand on dit l'avant-projet de constitution consacre l'interdiction de la peine de mort, oui, mais quand on dit l'interdiction et la punition de la peine de mort, on a dit exactement le contraire de ce que l'on veut dire. Ce n'est pas tout. Et tout le long, on rencontre des situations de difficulté comme celle-ci. Dans le préambule, il est indiqué l'affirmation par le peuple de Guinée. Ils disent, entre autres, de son adhésion instrument. Il y a une faute ici, visiblement. De son adhésion instrument, c'est de son adhésion aux instruments consacrant les libertés et les droits fondamentaux de l'être humain. Toujours dans le deuxième point du préambule, on dit que l'affirmation par le peuple de Guinée de la conscience du peuple de Guinée, de sa diversité et sa résolution à promouvoir une nation unie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une nation unie. Une nation unie. Autre élément, en ce qui concerne l'affirmation par le peuple de Guinée de son rejet de toute forme d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle du pouvoir, ainsi que tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le népotisme. Quand on affirme le rejet du peuple de Guinée de toute forme d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle, non, de transmission du pouvoir de façon inconstitutionnelle. Voyez-vous, il y a des séries de mauvaises articulations des mots, il y a des séries de mauvais alignements des mots qui font dire ou penser exactement le contraire de ce que l'on veut dire, tout comme les langues. Mais avant les langues, sur toujours le préambule de la Constitution, l'instauration de la candidature indépendante. Non, c'est pas la candidature qui est indépendante. C'est la candidature présentée par une personne qui n'a pas de rattachement partisan qui fait que c'est la personne qui est indépendante des partis politiques et non pas la candidature qui est indépendante. Toujours sur la question des langues, on dit l'affirmation du statut de langue officielle du français. Il aurait fallu dire simplement que le français est la langue officielle de Guinée. Mais quand on dit l'affirmation du statut de langue officielle de Guinée, voyez-vous, il y a des tonnes de choses comme ça qui sont liées à la mauvaise rédaction du texte ou à la rédaction souvent fantaisiste du texte. Ça, c'est la preuve que c'est plusieurs mains qui ont écrit, c'est plusieurs styles qui l'ont écrit, et c'est plusieurs manières de s'exprimer. Pour peu que vous mettiez en ligne un constitutionnaliste, un politiste, un légiste, si le légiste ne revoit pas un texte comme ça, le risque, généralement, c'est de se retrouver dans des situations où le texte peut prêter à confusion. Or, une constitution doit être la plus précise possible, la plus concise possible, et surtout éviter que les mots ne disent plus de sens qu'il ne faut. Et heureusement encore qu'on est en phase d'avant-projet de la Constitution, et j'imagine que les autorités guinéennes, bien évidemment, vont devoir reprendre la main, ouvrir justement des échanges, des débats, et surtout prendre des précautions de base, de manière à ce que le texte soit expressif du droit constitutionnel. S'il n'est pas expressif du droit constitutionnel, l'armature n'est pas un concept de droit constitutionnel. Vouloir dire en même temps que la peine de mort est interdite, mais la peine de mort est punie, ça ne va pas. L'interdiction et la punition de la peine de mort, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça donne simplement l'impression que les gens veulent aller un peu plus vite, qui n'ont pas pris les précautions de base justement pour aligner un texte qui est lu, relu et re-relu plus d'une fois, de manière à ce que véritablement on arrive dans un dispositif de texte qui nous donne l'occasion de ne pas avoir de débat inutile sur des choses qui n'en sont pas. En principe, je ne devrais jamais arriver à relever des points comme cela, parce que véritablement, les points comme cela peuvent être
des points de confusion. Et les points de confusion, en termes de projet constitutionnel, sont nettement voués à l'échec parce qu'on démarre une constitution, la mise en œuvre d'une constitution, alors que véritablement, on a les pieds liés. Je donne la parole à Dany, 2 minutes de réaction, Brigitte, 2 minutes de réaction, avant qu'on ouvre justement le débat au public. Brigitte? Alors, oui, je suis peut-être d'humeur aujourd'hui à voir plutôt le verre à moitié plein, en disant que ces incohérences, c'est peut-être le signe que le texte a été rédigé à partir d'une large contestation de citoyens guinéens qui ne sont pas des spécialistes de la chose constitutionnelle. Ce qui peut constituer un avantage à un moment donné, avant que ce texte ne soit soumis à des spécialistes de l'art qui le remettent en forme. Mais j'espère simplement que, comme Dany le proposait, que le débat soit suffisamment ouvert et large pour que toutes ces incohérences puissent être relevées par des constitutionnalistes, des légalistes et tous les techniciens qu'il faut pour rendre ce texte cohérent et comment dire, suffisamment fluide pour qu'il soit clair pour tout le monde. Et j'espère simplement que ça n'est pas à dessein, que ces contradictions ont été mises de manière à pouvoir faire dire à ce texte une chose et son contraire lorsqu'il sera en application. Merci. Merci beaucoup. Je fais remonter Dany encore qui était sorti en espérant qu'il pourrait remonter justement pour faire son mot de commentaire avant que l'on ouvre les discussions aux autres. Pour être totalement transparent, j'ai demandé à un certain nombre de personnes, notamment au niveau du CNT, j'ai essayé de prendre contact avec le rapporteur général, j'ai pas eu de suite. J'ai eu le président du CNT lui-même qui a accepté de venir discuter avec nous, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Donc voilà, j'ai souhaité que des Guinéens qui ont eu la main à la pâte aient justement un échange avec nous pour que l'on se mette dans la démarche de construction. C'est parce que c'est un avant-projet encore que l'on peut faire ce type de débat et ce type d'apport. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles je ne veux pas entamer de discussion de fond aujourd'hui, mais du point de vue de la cohérence des institutions d'une part, du point de vue de la possibilité et de la perspective de créer des vraies connexions entre les institutions et du point de vue de la responsabilité des institutions au-delà de la responsabilité politique devant ce Conseil supérieur de la justice en tant que tel, je pense qu'il y a tout un processus qui peut nous donner l'occasion de mener un débat. J'aurais été véritablement ravi que le président du CNT soit là ou que n'importe quelle autre personne du CNT soit là pour qu'on puisse mener un débat de fond. Monsieur Camara, je ferme votre micro, s'il vous plaît. N'ouvrez pas votre micro, monsieur Camara, fermez-le. Donc voilà qu'on puisse avoir une discussion et puis voilà, mener le débat. Dany, vous êtes revenu. Merci, maître. Je pense que vous avez soulevé pas mal de questionnements qui Monsieur Camara, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre micro. Je le ferme à nouveau. C'est-à-dire, maître, en suivant vos explications, et vous avez raison de soulever ces points-là, on a le sentiment que les auteurs du nouveau texte constitutionnel ont un certain nombre d'appréhensions et veulent mettre des garde-fous pour sauvegarder, disons, la prochaine gouvernance des écueils d'hypothétiques contestations ou de coups d'État. Et c'est ainsi, par exemple, que je crois que la formulation du texte apprête à équivoque, mais en définitive, on comprend ce qui est derrière l'esprit de ce texte, qui est de faire en sorte que on bannisse à jamais les coups d'État ou bien des révolutions pour amener comme mode d'accession au pouvoir. C'est bien. Maintenant, en même temps, vous voyez, c'est, disons, la collégialité, l'implication, l'aspect participatif de la démarche, c'est ça qui prête la confusion actuellement. C'est-à-dire, si on est animé de la volonté de mettre en place des institutions de façon durable, et la Constitution en fait partie,
ben, on crée les conditions pour cela. On fait en sorte qu'il y ait une certaine confiance dans le processus politique. Cela passe par un certain nombre de dialogues, de mécanismes qui permettent aux uns aux autres d'être consultés et que le peuple n'ait pas le sentiment qu'on veut faire son bonheur malgré lui. Malheureusement, cette erreur se passe dans beaucoup de pays sur le continent, beaucoup de pays francophones. On a vu dans quelles conditions, par exemple, la constitution récente a été adoptée au Tchad. On a vu comment une constitution a été imposée au peuple togolais il y a quelques mois. Et on voit comment une constitution est en train d'être phagocytée ou alors d'être formatée, disons-le simplement ainsi, au Gabon, qui est un autre pays en transition. Et tout cela, pour revenir en Guinée, on n'a pas aujourd'hui de repères réels par rapport à ces transitions. Et on ne connaît pas les règles de redevabilité qui s'imposent aux porteurs des initiatives constitutionnelles et normatives qui vont pouvoir façonner la Guinée de demain telle que ça a été proposé et vendu aux Guinéens. Donc, ce sont là des préoccupations qui méritent d'être discutées parce qu'aujourd'hui, les institutions en transition, quelle que soit l'adhésion qu'elles peuvent revendiquer vis-à-vis de la population, il faut avouer que c'est une transition à la suite d'un coup d'État qui, de ce fait, en termes de représentativité, est questionnable. Vous voyez, donc, c'est ça qui devrait pouvoir motiver les dirigeants de la transition, à commencer par le chef de l'exécutif, en passant par M. Baouri, Premier ministre de la transition lui-même issu pendant longtemps d'un parti d'opposition, et en allant à un acteur clé comme Dansa Koroma, président du CNT, qui a pendant longtemps milité au sein de la société civile, en rappelant aux dirigeants guinéens la nécessité ou l'exigence d'écouter la voix du peuple. Donc je crois que la transition devrait permettre aux Guinéens d'espérer qu'il n'y ait pas une nouvelle transition bientôt. Et pour le faire, il faut créer les conditions favorables à cela. Donc, les écueils, les difficultés, les failles que nous relevons aujourd'hui dans ce processus constitutionnel doivent amener à ce que on puisse faire l'effort de corriger ce qui peut encore l'être, de manière à créer les bases, disons, d'une nouvelle entente qui implique le maximum de Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour qu'à la fin de la transition, on ait le sentiment qu'il y a une réconciliation nationale qui va induire, qui va conduire disons, les nouvelles institutions de Guinée à être représentatives et à diriger ce pays-là avec la volonté et l'adhésion populaire. Donc, je crois que s'il y a nos frères guinéens qui sont frères et sœurs, et ils sont dynamiques et ils sont souvent très ouverts. Et c'est ça, cette participation citoyenne que les militaires et leurs collaborateurs civils à Conakry aujourd'hui ne doivent pas étouffer. Il faut tirer profit de la longue marche politique de la Guinée, ce pays-là qui a généré beaucoup de grands intellectuels, beaucoup d'élites, et même à la base de Kindia Nzere Kore, en passant par Mamou et autres, l'abbé, vous verrez des Guinéens de qualité, même quand on prend des leaders communautaires qui ont leur mot à dire dans ce processus-là et qui méritent d'être consultés et pas seulement attendre le référendum. Merci, maître. Merci beaucoup. Toumani Dambélé, s'il vous plaît, n'ouvrez pas votre micro tant qu'on ne vous l'a pas demandé. Parce que si vous ouvrez votre micro, vous empêchez les autres de parler correctement et surtout d'autres d'entendre. Donc, attendez que je vous dise d'ouvrir votre micro. Pour l'instant, c'est Césaltine qui a la parole. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Oui. Bon, j'ai trouvé le débat très intéressant dans la mesure où ça parle de la Constitution, notamment dans les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, qui sont dirigés aujourd'hui par les militaires. Madame, Donc, madame, oui, on n'est pas au Sahel, on est en Guinée-Conakry. oui, je sais. Bon, je me suis rattrapée un peu avec le débat. J'étais en retard, donc je ne connais pas très bien le thème. Là, j'ai vu la banderole du drapeau de la Guinée-Conakry à une nouvelle constitution, un nouveau départ. Donc, ce que je pourrais dire aussi de la Guinée-Conakry, déjà, ça ne fait pas partie de l'UEMOA. Parce que si on prend les 8 États de l'UEMOA, à savoir le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau
Mali, Niger, Sénégal, Togo. Là, je pense que la Guinée-Conakry veut aller seule. Donc, du coup, bon, je ne sais pas trop, je ne connais pas très bien leur constitution, de quoi ça parle. Bon, mais je préfère vraiment que le chef de l'État, le chef suprême des armées, Doumbouya, qu'il cède l'État au peuple guinéen, c'est-à-dire à l'État civil. Donc, je m'en tiens là parce que je suis venu un peu en retard. Et merci beaucoup encore une fois. Merci infiniment. La parole est à Toumani Dambélé. Ouais, ok, bonsoir. Oui, allez-y. Donc, moi j'ai écouté votre débat, nouvelle constitution, de nouveau départ de MK. Donc, ce que moi je vais dire, simplement votre débat. Donc, les nouvelles constitutions là, donc, on fait tous et même passer. Et les pays voisins sont à un moment un peu difficulté, mais donc, dans mon sens, et quand même, il faut être confiant sur nous-mêmes en Afrique ici. Donc, on fait tous choses ensemble, et les pays voisins. Donc, ça, c'est notre parole, Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. La parole est à Ali. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Maître Konaté et ses co-hôtes. Merci de nous avoir invités. Moi, je vais faire un peu un HS, mais il est en plein dans le sujet, même si je préviens que c'est un HS. C'est que, déjà, pour répondre à la question nouveau départ sur la constitution en Guinée, bien évidemment, pour moi, il n'en est de rien. Et c'est ça mon HS. Il y a Maître, je crois, quand il intervenait, ou quelqu'un d'autre qui parlait des constitutionnalistes. Je suis assez surpris par quelque chose qui me frappe dans la très petite interprétation ou regard le très petit regard que j'ai sur l'actualité constitutionnelle africaine à chaque fois, c'est l'état de captivité de nos juristes ou de nos constitutionnalistes dans la constitution française de type 5e République. Tous, autant qu'ils sont, civils, militaires, révolutionnaires, réformistes, continuateurs, rupture officielle ou non officielle, tous, ils sont captifs de ce modèle de constitution-là. Il n'y a pas un conseiller ou un praticien du droit qui un jour se met à se dire ou commence à penser, Maître est juriste aussi, donc la critique est pour lui, qu'il faudrait commencer par rompre avec ce modèle de constitution-là. C'est quelque chose qui me frappe et je suis abasourdi que tous tombent dans ça. Même la dernière réforme constitutionnelle au Mali, c'était pareil. Bon, ça, c'est un premier constat que je fais. Or, quelle implication moi je tire de ça? Et ça sera parce que je veux essayer d'être court. Quelle implication je tire de ça? C'est que, en réalité, la constitution de type 5e République, surtout dans les pays comme les nôtres, consacre en réalité un tiers inclus. C'est qui ce tiers inclus là? C'est le peuple, en réalité. C'est-à-dire que les constitutions de type 5e République sont des constitutions assez monarchiques, qui donnent des pouvoirs exorbitants à des personnes, donc des présidents, disons-le comme ça, qui sont des monarques élus. Et c'est comme ça que c'est de cette façon-là que convoquait d'ailleurs un des rédacteurs, en tout cas un des acteurs à l'époque de ce type de constitution-là. Et tout ce qu'on peut avoir comme dérive, pour nous qui sommes critiques même des démocraties censées marcher formelles, en termes d'abus de pouvoir, en termes de pouvoir excessif, de facilité à modifier des constitutions, de facilité à interagir dans l'exécutif, de facilité en tout cas, qui facilite les abus de pouvoir, se trouve dans cette constitution-là. Et tant qu'on n'a pas, chez nos constitutionnalistes et chez nos juristes, commencé à avoir l'intuition qu'il faudrait enfin rompre avec les constitutions type 5e République, on n'aura jamais de vrai nouveau départ en Afrique, en tout cas d'un point de vue politique pour moi. Et on pourrait dire que ce que je viens de présenter de façon très sommaire est très théorique, mais pratiquement, par exemple, pourquoi est-ce que les constitutionnels africains ne posent pas sur la table la question, par exemple, de la séparation tripartite des pouvoirs? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi même ne pas penser autrement? Donc, pour moi, c'est cet handicap de départ-là
dans l'analyse et dans la proposition des nouvelles constitutions, qu'on soit dans les régimes militaires ou civils, est une tare originelle ou originale qui, tant qu'on s'en sépare pas, on aura beau faire, on pourrait avoir toutes sortes de dérives qu'on trouve et qu'on a. Voilà ce que moi je voulais dire sur ton sujet, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous retiens 2 secondes peut-être pour évoquer justement la critique de la critique avec vous. Vous dites aujourd'hui que aussi bien les juristes que les politistes n'ont pas pu se départir justement de ce constitutionnalisme 5e République française, en même temps constitutionnalisme occidental, parce que la notion de 3 pouvoirs est née quand même de façon moderne dans les constitutions occidentales en tant que telles. Mais pas que. Pas que, parce que quand on prend le XIIe siècle, les régimes à l'époque, notamment autour de l'empereur Sundiata Keïta, y compris dans le texte constitutionnel de Kuru Kanfuga, on voit quand même se dessiner essentiellement ces 3 pouvoirs. C'est le pouvoir de faire la guerre, c'est le pouvoir d'édicter des règles et c'est le pouvoir de gouverner. Sans doute que ça peut être la pire des manières de procéder. Sans doute que jusqu'à présent, personne n'a pris le risque de se départir, mais la question que je vous pose, 1, avez-vous, au-delà du théorique que vous avez suffisamment bien développé tout à l'heure, un exemple concret de régime qui s'est départi de cela? Et il faut se départir de cela sur le principe. Donc je ne suis pas en train de défendre la primauté de ce qui se met en place, mais plutôt la facilité. Et il ne faut pas s'arrêter à la facilité justement pour aller au-delà. Sur la question de la séparation des pouvoirs, prenons-en. Quels autres pouvoirs vous pourrez éventuellement adjoindre à ces pouvoirs, de sorte qu'on aille au-delà de 3, si tant est qu'il est nécessaire d'aller au-delà de 3, parce qu'en réalité, vous le ramenez au constitutionnalisme occidental, je vous ramène au XIIe siècle, notamment dans l'Empire du Mali. Oui, maître, moi, je trouve vos questions assez intéressantes. Il y a 2 façons d'y répondre. La première qui aurait pu être une option qui consisterait à dire je me limite aux critiques et pensons aux solutions ensemble. Mais c'est trop facile, c'est une fuite en avant, donc je donnerai des exemples concrets. La seconde façon, c'est le regard que je porte sur le premier exemple que vous donnez. Vous convoquez le Mali impérial le Mali, je vais même aller en griffe, le Mali impérial du XIIe siècle. Et le fait que vous convoquiez d'ailleurs le Mali impérial a plusieurs angles de critique et d'angles morts pour moi. Mais bon, faisons comme si je suis de votre avis. Mais c'est pour les besoins de ma démonstration. Je ne suis pas au XIIe siècle. Absolument. Voilà. Vous dites, absolument. Vous dites que je sais que c'est pour les besoins. Voilà. Si, je comprends que c'est pour les besoins, mais je le dis. Le fait que l'exemple qui est donné, donc c'est pas une critique à vous, maître, vous me comprendrez peut-être dans mon développement. Le fait que il y ait, par exemple, dans ce Mali-là, impérial, ce qu'on pourrait considérer comme une proto-séparation des pouvoirs, donc dans le XIIe siècle, mais d'un régime qui est impérial, si on suppose qu'on est passé dans des formes transitionnelles ou nouvelles, où justement, le pouvoir est beaucoup plus incarné de façon populaire que de façon monarchique ou impériale, on doit aussi se dire que cette séparation tripartite de l'époque, qui pourrait être vue comme une proto-séparation, servait aussi un idéal qui était impérial. Donc, on peut aussi le dépasser. Mais moi, je ne crois pas qu'à l'époque, c'était le cas. Maintenant, concrètement, moi, je sors de là de 2 façons, très théoriques, après on sera dans la pratique. La première façon, c'est de cesser, par exemple, de se dire qu'il faut une séparation tripartite à travers une approche des choses qui est très quantifiée et séparée. Là, c'est théorique, mais je dis. On pourrait dire, par exemple, il y a un seul pouvoir. On pourrait le dire. On pourrait incarner ça juridiquement. Le seul pouvoir existant, c'est le pouvoir populaire, par exemple. Et quand on dit il y a un seul pouvoir, c'est le pouvoir populaire, il est inclus dans ce pouvoir-là, justement, divers sous-pouvoirs, si vous voulez. Concrètement, ça donnerait quoi? Ou bien de façon encore exemplifiée avant d'arriver au concret. Prenez l'exemple de ce que Mauret appelle l'unitas multiplex. C'est quoi l'unitas multiplex? Il y a une unité, et dans cette unité-là, il y a différents compartiments. Si vous voulez, comme un appartement qui est composé de plusieurs chambres, il pourrait y avoir à l'intérieur de ce pouvoir unique-là, qui est de ce pouvoir unique qui est le pouvoir populaire, un démembrement économique, un démembrement politique, un démembrement judiciaire,
un démembrement de chambres et métiers du tertiaire, tout ce que vous voulez, mais en imposant cette façon de voir-là, je dis qu'elle est très théorique pour l'instant, qui est d'avoir un pouvoir unique, on dirige du coup l'essentiel des pouvoirs, l'essentiel des forces vers la réalisation d'un idéal qui est, pour moi, en tout cas si on reste dans l'école dans laquelle je suis, travailler à ce que l'essentiel des actions marquées comme ça, d'un gouvernement ou d'un pouvoir, soit la satisfaction des besoins des populations. On peut y inclure, par exemple, des éléments de contrôle. J'en donne deux assez rapidement. Des principes qui peuvent être incarnés politiquement. Autrement, il y a ce qu'on pourrait appeler, par exemple, le principe de priorité écologique, par exemple. Il y a le principe de priorité sociale. Vous allez dans un village X, ou le village du maître Konaté au Mali, monsieur Y, qui est, je donne un exemple tacite, vraiment très fictif comme ça, hein, qui est grand investisseur turco-américain, décide de par quelque magie de venir s'unir aux capitaux locaux maliens ou au gouvernement pour construire un gros supermarché. Les populations de cette région-là pourraient être expropriées pour cause d'utilité publique, comme ça se fait dans nos pays, au nom du développement, de la ville, de tout ce qu'on veut. On donne une âme aux populations au nom du principe, au nom du principe de priorité écologique ou du principe de priorité sociale ou d'autres principes qu'on pourrait ajouter, j'ai donné des exemples, de se décider. Quel que soit l'impératif que le gouvernement trouve à apporter ou bien la caution que le gouvernement trouve à apporter à ce projet-là, si les populations de cette localité se décident à dire qu'elles ne le veulent pas, ça ne se fait pas. Concrètement, des gens agissent à l'encontre du droit positif classique qui est exercé, qui est d'exproprier à tour du bras parfois pour des raisons d'utilité publique, notion qui est très vague et très controversée en droit. On a là concrètement des populations qui peuvent dire non. Bon, après, on laisse ce cas fictif de pouvoir unique ou pouvoir unitaire qui peut avoir des tendances dictatoriales ou très trucs pour les gens, mais on pourrait, par exemple, pourquoi pas consacrer les pouvoirs médiatiques et l'encadrer. On peut, pourquoi pas, consacrer le pouvoir des chefs traditionnels et le consacrer. On est déjà à 5, on peut aller à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Mais contrairement, et là, ça sera mon dernier mot, contrairement à ce qui peut paraître, même ce que je dis là, c'est le rayon le plus basique et facile et très théorique. Mais pour moi, il faut une rupture de fond en comble avec l'esprit 5e République. Vraiment, il faut s'en débarrasser parce que c'est une partie non négligeable des tares dans laquelle on est et qui permet à des civils d'être dans les fausses démocraties, des militaires qui viennent dire qui sont pas dans ces fausses démocraties-là, mais qui font les constitutions du même genre, et on est dans des boucles à un point fini, du Gabon, comment dirais-je, en Guinée, en passant par Mali, Burkina, tous se rêvent en monarque élu, ou quand ils sont élus, ils ont la possibilité de modifier comme ils veulent, transformer comme ils veulent, jouer avec, passer septennat à quinquennat, tout ça, mais c'est critiquable d'un point de vue de la légitimité, de la morale, de l'éthique, mais d'un point de vue juridique, c'est conforme à l'esprit de la Constitution de la 5e République. Il faut voir comment est-ce que, quand cette Constitution est incarnée par des gens qui n'arrivent pas à se brider naturellement, ça donne des dérives dans des pays même qu'on peut considérer comme sérieux, en l'occurrence la France. Regardez ce que Macron fait actuellement. Voilà. Très bien. Ali, merci beaucoup, mais dans tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, je ne vois aucune espèce de différence avec ce qui est en perspective. Premièrement, vous ramenez la réalité du pouvoir au niveau populaire. Même au niveau populaire, dans un système même nihiliste aujourd'hui, on a besoin d'un minimum d'organisation politique. Le niveau populaire, c'est le niveau social. L'organisation politique, c'est un peu la superstructure. Bien évidemment, cette superstructure ne peut pas aller en dehors des convenances du populaire. Donc la réalité, c'est que, en vous entendant, c'est que vous faites un sacré mélange de ce qui peut paraître un régime politique, un système politique et un système d'organisation de la société. Prenons aujourd'hui point par point dans le cadre de la délocalisation, dans le cadre de la décentralisation. Lorsque dans une commune donnée, un espace communal est convoité pour y installer un supermarché, il y a une petite part de l'État là-dedans en termes de décision, mais il y a une grosse part de la localité et de la commune. La négociation sur le mode éventuellement d'acquisition de l'espace, c'est la commune et les opérateurs et les acteurs économiques qui veulent s'installer. Et le deuxième élément,
L'installation ne peut pas se faire en dehors de l'intérêt général. Donc, on appréhende aujourd'hui une offre économique par rapport à un besoin, notamment un besoin d'intérêt général. Mais dans notre contexte actuel aujourd'hui, c'est ce qui se fait tous les jours, parce que la multiplicité des organes, que ce soit des organes élus ou non élus, que ce soit des organes au niveau national, au niveau régional, au niveau communal, au niveau local, tous ces organes ont des compétences qui sont définies dans un système organisé. C'est-à-dire que même dans le nihilisme aujourd'hui, le populaire en tant que tel ne régit absolument rien. Quand on prend des pans tels que le climat ou l'environnement que vous dites, mais les autorités indépendantes aujourd'hui qui prennent le contrôle de la gestion de ces zones spécifiques, que ce soit dans le domaine des médias que vous avez indiqué, que ce soit dans le domaine de l'écologie. Mais il n'y a pas un seul élément de ce que vous avez défini qui n'est pas pris en compte ou par une autorité ou par un pouvoir et géré suivant des règles. C'est ce système moderne-là que vous tentez, vous, de refuter en disant aujourd'hui, il faut éclore des pouvoirs. Je veux bien. Mais le pouvoir médiatique, s'il est puissant, il n'a aucune émanation légitime au point où on peut imaginer que même les médias sortiraient, par exemple, d'un scrutin. Les médias, ce n'est rien d'autre que des concentrations de moyens professionnels puissants en rencontre avec des capitaux qui ont pour objectif aujourd'hui de prendre des directions qui peuvent être en parallèle avec l'intérêt général, d'où le besoin essentiel de réguler dans ce domaine. Il faut aussi réguler dans bien d'autres matières. L'écologie, peut-être pas. L'écologie est constitutive d'une politique. Donc, dans tout ce que vous dites, franchement, et vous aurez l'occasion peut-être de revenir là-dessus, Ali, parce qu'il ne faut pas qu'on monopolise la parole, et puis ce n'est pas toujours le sujet là que l'on évoque. Vous avez vous-même dit qu'on est hors sujet, donc on ne va pas trop insister là-dessus. On va peut-être vous garder ici, Ali. On aura sans doute l'occasion de parler là-dessus. Je donne la parole à Gelzila et ensuite à Marie. Non, maître, si vous me permettez, on ne pourra pas. S'il vous plaît. Juste 30 secondes. Ali, fais-moi plaisir. Je vais te donner la parole. D'accord. Reste là. À moins que tu sois pressé. D'accord. Voilà, reste là. Non, il n'y a aucun On va souci, maître. rebondir. Je passe mon tour, après je Oh, non, reviens. non, reste là même, reste là. On va rebondir là-dessus. Gelzila, vous avez la parole, et Mariam Tendou a la parole ensuite. Gelzila. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, maître, pour la parole. Je crois que vous venez de m'enlever un peu les mots de la bouche par votre remarque, parce que très souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'amalgames sur la démocratie, la constitution, le système démocratique et tout cela. Je ne reviendrai pas dessus. Cependant, sur la question de la constitution, j'aimerais en fait faire cette précision, faire cette observation-là que très souvent, malheureusement, on prend le problème à l'envers. Très souvent, on pense que la constitution, en fait, les textes, c'est ce qui façonne la société. Les textes, la constitution en tant que telle n'est qu'une vision du type de société que l'on voudrait avoir. C'est l'idéal que, en tant que société, en tant que nation, on aimerait atteindre. Et donc, cela fait qu'on se réunit et on essaie de trouver les voies et moyens pour tendre vers cela. Et les valeurs démocratiques, elles sont universelles. Cela veut dire que tous ceux qui se réclament démocrates, peu importe leur nationalité, peu importe leur provenance, vont toujours parler le même langage. Moi qui suis par exemple au Burkina Faso, je peux parler le même langage que quelqu'un qui se dit démocrate et qui se trouve par exemple aux États-Unis, en France ou ailleurs. Donc, que l'on aille dans ce sens-là ne veut pas forcément dire que nous sommes dans une sorte de mimétisme des autres. Non, cela veut juste dire que sur un certain nombre de valeurs, nous sommes d'accord et nous essayons effectivement de le réaliser. Maintenant, sur la Constitution de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus spécifique. Malheureusement, je me rends compte que peu importe la beauté d'un texte, peu importe la maestrie avec laquelle un texte aura été élaboré, premièrement, elle aura des limites. Et deuxièmement, s'il n'y a pas d'hommes et de femmes pour lui donner corps, ça ne servira à rien. Parce que lorsqu'on regarde nos textes, lorsqu'on regarde nos constitutions, lorsqu'on regarde nos lois en général en Afrique de l'Ouest ou plus généralement en Afrique, ces textes sont très bien rédigés. Ces textes, lorsqu'on les lit, on se rend compte que véritablement la vision qui en émane est salutaire. Elle est à saluer, elle est à encourager. Mais là où ça coince, c'est au niveau de la pratique. Et dans aucun pays d'Afrique de l'Ouest, malheureusement, c'est mon observation, peut-être que je me trompe, on se rend compte qu'on a achevé la construction démocratique. Très souvent, on s'arrête en chemin, soit à travers l'inclusion des militaires, comme on le voit, soit à travers des hommes politiques qui, malheureusement,
n'ont pas réussi à se lever au niveau d'hommes d'État. On a plein d'hommes politiques en Afrique, mais on n'a pas d'hommes d'État. C'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle un homme d'État? Un homme d'État, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas aux prochaines élections, mais qui réfléchit à la génération future. Et donc, qui se demande, même dans la difficulté, qui se pose pas la question comment est-ce que je peux contourner la loi pour faire ce que je veux, mais simplement comment est-ce que j'arrive à atteindre mon objectif en appliquant la loi que l'on s'est donnée. Parce que moi, c'est vrai que on critique, et il y a un intervenant qui l'a relevé, on critique la France par rapport au mimétisme qu'il en a, mais moi je dis non. Bien au contraire, on est très loin du modèle français même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, un président français ne peut pas faire ce qu'il veut. Un président, en fait, américain ne peut pas faire ce qu'il veut. La Constitution est sacrée et le Conseil constitutionnel dans ces pays-là est là pour y veiller. Et il y a une fois, j'ai dit, par exemple, le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel, c'est la bouche de la Constitution, c'est lui, qui doit veiller à ce que la Constitution soit respectée, même si on n'est pas d'accord avec elle, mais une fois qu'elle est adoptée, pour qu'elle puisse s'appliquer. Et tant que ces juges constitutionnels n'auront pas en tête ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude, on sera toujours dans des situations où les forts du moment vont trouver le moyen de contenir les textes et il n'y aura rien. Et on cite aujourd'hui le Sénégal en exemple avec sa Cour constitutionnelle qui a donné une leçon véritablement à l'Afrique. Donc, pour revenir au centre du sujet, je dirais juste une nouvelle constitution, d'accord, mais c'est à la pratique qu'on le verra. On peut aller à la 5e, 6e, 7e, 10e, 20e République, tant qu'on n'aura pas des hommes d'État, tant qu'on n'aura pas des hommes et des femmes d'État qui se diront c'est un texte essentiel, c'est le ciment de notre société, ce n'est pas que du papier, de l'encre, mais c'est la vision que l'on se donne et on se doit d'avoir un minimum de rigueur pour pouvoir le respecter, même si ça nous empêche de faire ce que l'on veut, et d'ailleurs c'est le but, que ça nous empêche de faire ce que l'on veut, même si ça nous entrave un peu dans nos mouvements, donc on doit l'appliquer, on ne s'en sortira pas. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire au fond, et je pense que Maître, vous les avez relevées, il y a beaucoup d'incohérences au fond, mais déjà, peu importe, en fait, c'est sur l'application. Et donc, je m'arrête là pour me résumer en disant que les textes ne valent que si on se donne les moyens et la vertu pour les appliquer. Voilà, merci beaucoup. Merci, vous le dites d'autant mieux qu'il n'y a aucune nouveauté dans ce texte constitutionnel guinéen qui n'a pas été déjà dans la constitution de Guinée d'une part, à quelques petites exceptions près, qui n'a pas été dans la constitution du Sénégal, qui n'a pas été dans la constitution du Mali, du Niger, du Tchad et partout. Le deuxième élément, qui est l'élément le plus important, c'est que le texte ne vaut que ce que l'on en fait dans la pratique d'une part et la régulation que peuvent éventuellement nous imposer les institutions, notamment juridictionnelles et en l'occurrence le Conseil constitutionnel. Quand vous voyez, par exemple, que l'on veut contourner l'élément politique du Conseil constitutionnel pour aller chercher l'ordre des avocats qui en nomme deux, pour aller chercher les magistrats qui en nomment deux, pour aller chercher les profs qui en nomment deux, le plus important, ce n'est pas les nominations et les modes de nomination. Le plus important, c'est de nommer des gens qui ont une capacité d'affirmation de leur indépendance et la capacité justement de créer le meilleur chemin de la mise en œuvre du texte constitutionnel. Donc les corrections, les rectifications, les commentaires, les observations, mais on ne cherche rien d'autre que de déconnecter le texte constitutionnel de ceux-là qui sont les véritables metteurs en œuvre de ce texte constitutionnel, mais qui n'en sont pas les premiers juges. Les premiers juges, ce sont les institutions juridictionnelles, justement. Mariam a la parole. Merci beaucoup de me donner la parole, Maître. Merci pour ce space. Je vais essayer de vous donner mon impression. Je vous écoute depuis le début. Je crois que je suis la première voix guinéenne qui s'exprime au bout d'1 heure et demie. C'est vous dire, je voudrais revenir sur quand même le thème. Vous avez présenté vous avez fait un résumé et tout le monde vous a applaudi pour la synthèse que vous en avez faite. Mais certainement, en faisant cela, vous avez aussi un peu orienté, je dirais, et je ne parle pas de monsieur Dany ni de madame Brigitte qui ont donné leur avis d'expert, mais plutôt je trouve très intéressant, hein, les dernières interventions et le débat qui vient de se tenir. Mais je voudrais quand même
peut-être donner un peu de contexte au timing, comme on dit en anglais, le timing de la livraison de cet avant-projet de constitution en Guinée. Parce que oui, les juges, toute la relecture qui doit être faite, mais nous sommes aujourd'hui dans un cas où il y a une absence d'acteurs politiques. Comme vous le savez, le dialogue politique est en suspens pour le moment, c'est le mot que je peux utiliser. Vous avez eu des réactions de la part des forces vives, donc qui sont les acteurs politiques qui étaient sur la scène avant les changements qui sont opérés dans la nation guinéenne. Vous avez une période où les médias privés qui avaient une petite marge de manœuvre de pouvoir justement, commenter de façon beaucoup plus populaire un texte pareil, qui ne sont pas présents. Vous avez aussi, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un faire mention de la société civile, une société civile peut-être, je dirais, amorphe, en tout cas qui n'est pas la société civile à laquelle on peut s'imaginer quand on veut faire des comparaisons par pays. J'ai entendu quelqu'un mentionner le parcours du président du CNT, que je connais très bien, qui est un frère, pour avoir été en Guinée en même temps lorsqu'il était au CNOX, donc le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Mais aujourd'hui, il a totalement une autre casquette, puisqu'il est président du CNT. Le contexte est assez particulier en ce moment, au moment du timing de livraison, et évidemment, c'est suite à l'annonce qu'il y aura un référendum qui sera soumis au peuple. Et donc, parlons donc du peuple guinéen. À ce stade-là, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver le texte même des 205 articles. Je pense qu'il y a un résumé synthèse qui a été présenté. Je n'ai pas vu ce texte, mais nous avons quand même un fort taux de personnes qui ne sont pas outillées pour lire un tel texte. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, ce n'est pas juste de savoir le contenu seulement, mais évidemment le contenu est très important. Mais pour pouvoir parler du contenu, nous devons aussi faire quelques petites comparaisons. Il y avait une conseillée par l'ancien président Alpha Condé. Quelles sont les différences entre ce nouveau projet, si quelqu'un l'a lu entièrement, et l'ancien projet, enfin l'ancienne constitution qui a été dissoute, enfin toutes les institutions qui ont été dissoutes évidemment, et l'ancienne constitution avec. Ensuite, il y a la charte de la transition qui est là, qui était une sorte de feuille de route. Quels sont les articles et je pense que ça c'est plutôt les forces vives qui s'y opposent, parce qu'il y a quand même, comme on dirait en anglais, the elephant in the room, la question donc de la capacité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de se présenter, donc à travers une nouvelle constitution qui laisse une certaine ouverture, en tout cas qui ne précise pas ces articles-là. Je n'ai pas lu, hein, donc je ne peux vraiment pas donner une opinion de fond, mais quand même, je peux dire que merci d'avoir été transparent, pour avoir dit que vous avez tenté d'avoir des personnes donc, du CNT et d'autres personnes, des Guinéens. Nous sommes aussi dans un contexte où la liberté de parole et d'opinion n'est pas forcément au summum en ce moment. C'est pas comme si quelqu'un qui vit en Guinée peut venir s'exprimer ici de façon assez claire. Et il y a aussi beaucoup de personnes donc, dans la diaspora qui prennent le relais pour pouvoir avoir ces discussions citoyennes. Le but est de pouvoir commenter, parce que cette constitution, elle est rédigée au nom du peuple, pour servir le peuple. Et donc, qui sont les personnes qui vont pouvoir justement apprécier, commenter ou porter la critique? Je pense qu'autour de tout cela, autour de tout ce qui a été partagé depuis le début, la question fondamentale, c'est où est-ce que le peuple de Guinée se trouve et qu'est-ce que le peuple de Guinée en pense? Est-ce que les espaces citoyens leur permettent de s'exprimer sur cette constitution? Et si tel est le cas, où est-ce que cela se fait? Je pense que c'est des questions aussi qui, pour moi, sont essentielles dans cette discussion. Je vais commenter dans mon dernier propos. Je vous rejoins, maître, dans ce que vous avez dit sur la formulation de certaines phrases. Comme je dis, j'étais un tout petit peu prise
ces derniers jours, mais j'ai quand même reçu, parce que j'appartiens à des corporations quand même, et vous connaissez mon sujet. Mon sujet, c'est la défense des droits humains, des droits des femmes. Alors, il y a une phrase qui revient sur la parité, qui était un tout petit peu, pour moi, vague, sachant que la 9e législature, donc l'ancienne assemblée en Guinée, avait voté une loi sur la parité qui a situé la parité à 50% entre les hommes et les femmes à des postes électifs et semi-électifs. Et j'ai lu, alors on m'a envoyé une capture d'écran sur la partie donc sur l'essentiel des droits et libertés reconnus, droits civils et politiques reconnus. L'avant-projet de constitution consacre, et je vais juste lire ce qu'ils disent par rapport, la promotion de la parité homme-femme, virgule, dans les conditions que la loi détermine. Donc la promotion de la parité homme-femme dans les conditions que la loi détermine. Je n'ai pas compris le dans les conditions que la loi détermine. Moi, c'est la question que moi je pose évidemment, parce que c'est mon sujet. Et je dirais aussi, peut-être pour un peu répondre à votre sollicitude, je ne sais pas si c'en était une. Par exemple, monsieur Jean-Paul Conté-Bedouno, que je connais, et d'autres personnes, nous sommes dans des cohortes où j'appartiens à des cohortes où il y a des caucus de femmes du CNT, il y a d'autres personnalités guinéennes. Lorsque vous voulez peut-être avoir des confirmations, je suis quand même assez, disons, impliquée dans les relations publiques. Je me ferai un plaisir d'appuyer toute requête de votre part pour pouvoir confirmer certaines voix essentielles à ce type de discussion. Quand je compare comparativement à certains spaces que vous faites, que ce soit sur le Sénégal lorsqu'il y a eu la loi, enfin le décret de l'ancien président Macky Sall, ou lorsqu'il y a eu, je sais que vous faites sur le Niger, sur le Togo, sur le Cameroun, c'est bien d'avoir aussi ces voix qui portent, hein, qui réfléchissent, et nous avons des sociologues, nous avons pas seulement des juristes, nous avons des personnes qui peuvent vous contextualiser cette constitution et notamment vous donner des perspectives qui seront essentielles à ce type de débat, hein, et il y en a pas mal. Et je voudrais inviter mes frères et sœurs qui sont là, des Guinéens qui sont là, qui ont des choses à dire, de s'approprier l'espace et de s'approprier le débat, c'est important. Je pense qu'on est on va faire presque 2 heures et j'ai pas entendu des voix guinéennes. Je pense que c'est important de venir et dire ce que vous pensez. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, maître. Alors, merci pour cette offre de mise en relation. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Quand j'ai mis ce sujet, tous les Guinéens que je connais, bien évidemment, je n'en connais pas beaucoup, mais je les ai sollicités. Je suis rentré en contact direct avec le président du CNT, qui hier m'a confirmé sa participation. Et je lui ai envoyé le synopsis. Il m'a dit qu'il a bien reçu et qu'il serait là. J'ai contacté ce président de la commission des lois. J'ai contacté le rapporteur. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre encore. Et tous les Guinéens qui sont sur les réseaux, je les ai contactés d'abord, pour entendre leur voix. Et puis, deuxièmement, il s'agit de, nous, on ne peut que s'inspirer justement des débats qu'il y a par-ci, par-là. Mais ce débat n'est pas méchant, on n'est pas en train de parler de choses politiques véritablement, et en plus, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas juristes, on est un avant-projet de texte. Donc l'avant-projet, c'est quand même la première écriture, le premier draft qui est fait justement par les rédacteurs de la Constitution, qu'ils soumettent au débat public. C'est maintenant qu'il faut qu'il y ait le débat public. Ce débat public, il faut d'autant plus l'avoir parce que eux-mêmes ont mis une plateforme en place. Eux-mêmes ont donné la possibilité aux gens de réagir et à partir de cette plateforme de faire le débat. Donc aujourd'hui, le débat qui est demandé, c'est ce débat que nous, on tente d'avoir ici, mais il se trouve qu'on n'est pas majoritairement guinéen et que cette voie n'est pas fermée du tout aux Guinéens. Mais si les Guinéens décident de ne pas venir, c'est quand même leur option. Je reviens justement à des choses plutôt basiques, justement, sur la question de la Constitution. Alors, je rappelle simplement que le texte de la Constitution, bien évidemment, les 48 premières heures
le texte, il y avait un embargo là-dessus. Personne n'a eu accès au texte. Moi, je l'ai demandé partout, y compris à des officiels. Par la suite, avant qu'on ait le texte, on a eu droit à des commentaires du texte. C'est ça qui n'est pas une bonne chose en soi. On a eu à peu près une vingtaine de slides de PowerPoint où véritablement le rédacteur, ou en tout cas celui qui a la vocation de parler de cette Constitution, a lui-même lancé dans le débat public ce qui lui paraissait important comme présentation de ce texte. Ce qui fait que, en lisant cette présentation du texte, en allant dans le texte de la Constitution lui-même, il y a quelques failles. Donc aujourd'hui, sur la question de la parité, justement, parce que là, on prend le risque, justement, en voulant préciser des choses, au lieu de parler de parité stricto sensu, on parle de la promotion de la parité, ce qui est deux choses complètement différentes. En termes de droits acquis aujourd'hui, la Guinée avait atteint un niveau où la parité, même si elle n'est pas totalement mise en œuvre, du point de vue de l'affirmation du principe, il y avait un acquis à ce niveau. Et si on fait le texte de cet avant-projet, qu'on parle cette fois-ci de promotion de la parité, non, c'est un recul. En réalité, la parité, l'affirmation de principe est faite dans un texte constitutionnel, mais le détail de la parité est toujours renvoyé à la loi. L'avantage aurait été, pour un pays comme la Guinée aujourd'hui, qui parle de parité depuis une dizaine, quinzaine d'années, bon an, mal an, on en parle, tant bien que mal, la parité est évoquée, la parité est mise en œuvre, pas suffisamment mise en œuvre. Le vrai sujet aurait été aujourd'hui, non pas de parler de promotion de parité, mais d'instituer le principe absolu de la parité et de renvoyer non pas une loi ordinaire, mais à une loi organique. Et la loi organique, c'est la loi qui est prise dans des conditions de majorité au moins des 2/3, qui indique aujourd'hui, pour toutes les élections législatives, communales et professionnelles, le principe de la parité qui est de tant d'hommes et de tant de femmes. La réalité, c'est que moi, je serais allé au-delà du taux, parce que le taux n'est pas parlant. Ce qui est le plus parlant aujourd'hui, c'est d'aller sur le nombre de postes, que ce soit des postes électifs, des postes nominatifs, et dans les postes électifs, j'aurais pris également les postes professionnels. Parce qu'il y a des élections au plan professionnel, il y a des élections au plan politique, national, régional et local, il y a des nominations. On serait parti sur le principe que pour chaque 10 nominations, il faut tant de femmes, il faut tant d'hommes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que je dis pour répondre à votre question, ce n'est plus la promotion, mais c'est le principe de la parité qui est institué. 2, pour la mise en œuvre de cette parité, on renvoie à une loi organique. 3, la loi organique ne se contente plus de parler de taux, mais la loi organique prend en compte le nombre de postes pourvus, qu'ils soient électifs ou nominatifs, pour donner, à la limite, le sens de la parité. Voilà donc pour ce qui était les propos qui étaient là. Je voudrais vous remercier du fond du cœur et vous dire bonne nuit à vous tous. Et dimanche prochain, justement, on réunira également des Guinéens sur la problématique du procès du 28 septembre, sur les leçons à tirer de ce procès. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.